Je dirige la société GEREP, une structure de 40 collaborateurs, nombreux talents pour accompagner les entreprises dans leur stratégie en termes de protection sociale complémentaire. Donc là, je vais vous délivrer ma vision d'une partie effectivement des risques et des opportunités autour de la protection sociale complémentaire. On a introduit la matinée en parlant d'État-providence. On a vu que ça se transformait en potentiellement entreprise-providence. On a parlé de cartographie de risque, de crise, et c'est des notions qu'on va retrouver maintenant à travers la présentation sur la protection sociale complémentaire, puisque ce sont des enjeux au niveau des entreprises en termes d'attractivité, en termes d'enjeux financiers, de passif social. Alors, le premier point, c'est effectivement de regarder au sein d'un environnement qui est de plus en plus complexe, quelle est la marge d'acceptabilité des entreprises dans leur définition pour les aider à définir leur stratégie sociale. Donc il y a un certain nombre de points que vous connaissez, que ce soit sur la prévoyance, la santé, la retraite supplémentaire, l'épargne salariale. Tout ça, ça fait partie d'un contexte. Chaque année, loi de finances, loi de financement de la sécurité sociale, la réforme des retraites, les contrats responsables en santé, les risques psychosociaux dont on a parlé aussi ce matin, la prévention des risques, le forfait social, la fiscalisation de la part patronale, énormément de choses qui ont un impact directement pour les entreprises dans la gestion de leur régime de protection sociale. Et donc la nécessité effectivement de travailler l'ensemble de ces points-là pour faciliter et permettre à l'entreprise de savoir ce qu'elle veut faire pour ses collaborateurs, avec quels objectifs et quel retour sur investissement. Un premier point, un environnement, l'environnement économique, sur la santé notamment. On est dans un schéma où les régimes paritaires, les régimes de sécurité sociale sont des régimes extrêmement déficitaires qui continuent à porter des déficits. Et l'enjeu, c'est le financement de ces régimes. Donc chaque année, par des transferts de charges sur les organismes complémentaires notamment, on déporte une partie de la charge vers ces organismes, donc en fait vers les entreprises qui les financent. Et il va falloir effectivement à un moment donné se dire comment financer demain la protection sociale complémentaire de base pour que ça ne soit pas un fonds perdu et qu'on passe du vœu aux réalisations. Le coût de la santé en France n'a cessé d'augmenter entre 2000 et 2012. On est passé de 10 points de PIB à 12 points de PIB. Même si on est sur un ralentissement de cette courbe, dans les années à venir, on va continuer à augmenter. Les États-Unis, par exemple, sont à 17 points de PIB, concentrés sur le financement de leur régime frais de santé. Ça représente 12 points de PIB, ça représente environ 250 milliards d'euros de prestations annuelles versées sur la santé par le régime général de la sécurité sociale. 75% par ce régime, 15% par les organismes complémentaires et environ 10% en restant à charge, c'est-à-dire par les ménages. Pourquoi il va falloir se pencher sur le financement de la protection sociale de base, donc derrière de la protection sociale complémentaire, parce que de toute façon, les dépenses de santé en France augmentent plus vite que l'évolution des richesses, c'est-à-dire que l'augmentation du PIB. Et on peut le voir sur ce tableau entre 2000 et 2012, à part quelques années, 2007, 2006, 2007 et 2011, où il y a eu un PIB en évolution supérieure à l'évolution des dépenses de santé. Quasiment toutes les autres années, les dépenses de santé ont cru plus vite. Donc en fait, il y a une capacité de financement insuffisante aujourd'hui pour assurer le risque de couverture santé. On parle beaucoup de santé, c'est un enjeu très important pour les entreprises parce que les entreprises consacrent en moyenne 5% de leur masse salariale
au financement de régimes de protection sociale complémentaire. Sur ces 5% de masse salariale, il y en a à peu près 3%, donc 3/5, qui sont dédiés au financement de la santé. Les autres risques, je pense notamment à la prévoyance, c'est autour de 2/5. Ensuite, dans ces 5%, j'incorporerai pas tout ce qui peut être épargne salariale ou retraite supplémentaire. Donc on voit que, c'est un poste conséquent dans les entreprises d'un point de vue de financement. Et puis 2, c'est phagocyté pour une grande partie par le risque santé, alors qu'il y a de nombreux enjeux également sur la maîtrise des autres risques, notamment le décès avec le vieillissement de la population, l'arrêt de travail avec les réformes de retraite qui nécessitent aujourd'hui de travailler plus tard, plus longtemps. Donc de savoir au sein de l'entreprise comment accompagner les seniors dans leur activité. Déficit de la sécurité sociale, on arrive à 160 milliards d'euros. Donc ça ne s'améliore pas. Face à ce constat économique, les entreprises que nous sommes sont aussi confrontées à un environnement politique, un environnement réglementaire, un environnement législatif. Ce que je vous propose, c'est une petite vidéo qui doit durer 1 minute sur l'environnement politique, la situation actuelle pour les entreprises concernant le pilotage de leur protection sociale. Ce qu'on est en train de vivre sur un truc un peu technique mais assez simple à raconter, le fameux accord national interprofessionnel qui a eu lieu là cette année sur la flexibilité et la négociation entreprise par entreprise, il y a tout le volet sur les complémentaires santé, vous vous souvenez? Oui, bien sûr. Au début, l'accord dit les entreprises fixeront elles-mêmes l'organisme de santé qui va assurer la complémentaire santé. Et puis quand on est allé à l'Assemblée, un amendement a été introduit dans le texte qui a dit on va pas faire comme ça, on va fixer au niveau de la branche le nom des organismes de complémentaire santé. Ça veut dire qu'on va pas mettre aux branches de coopter, de faire main basse, de faire une OPA sur cet énorme marché pour donner ça à des organismes gérés par les partenaires sociaux, des organismes paritaires. Les entreprises n'auront plus la liberté du Non, non. Et on avait décidé qu'il y aurait des clauses de désignation de manière à ce que les branches décident qui allait s'occuper des complémentaires santé. C'est-à-dire faire main basse sur un colossal marché, qui est donc une pompe à fric colossale, et qui revient à un déni de concurrence réel dans notre pays. Le Conseil constitutionnel censure les clauses de désignation parce que c'est une concurrence déloyale et hontée, et une ministre dans une discrétion totale, Madame Marisol Touraine, est en train d'essayer d'aller contre la décision du Conseil constitutionnel pour rétablir les clauses de désignation pour que cet accord national interprofessionnel soit en fait une machine à renflouer financièrement les syndicats. On n'en sort pas. Dingue. C'est effectivement assez dingue, mais c'est la situation politique actuellement. C'est-à-dire que les entreprises doivent prendre en compte cette situation. Alors qui, d'ici la fin de l'année, va peut-être encore évoluer. Il y a eu un vote à l'Assemblée qui, en fait, a créé une différence sur cette problématique. Je vous ai passé la vidéo parce que Nicolas Dose a beaucoup de talent pour l'expliquer de façon assez simplement. Mais ça revient à déposséder l'entreprise de toute sa stratégie en termes de protection sociale complémentaire, qu'on parle de prévoyance, qu'on parle de santé et peut-être demain de retraite et d'épargne salariale. Donc ça veut dire en fait de faire en sorte que ça soit les branches qui aient la primauté de la négociation paritaire. Donc on dépossède l'entreprise de tout le lien qu'elle peut avoir en interne au niveau de ses NAO pour être attractive vis-à-vis de ses collaborateurs, pour être responsable, pour que ça soit lié à des actions de prévention, aux maîtrises de ces risques psychosociaux, on en a parlé tout à l'heure, et effectivement d'aspirer tout ça au niveau des branches et de décider que ça soit le dialogue paritaire de branches qui formate les régimes de demain. Donc non seulement au niveau des garanties, mais au niveau des organismes complémentaires, c'est-à-dire en fait du choix des organismes complémentaires. Donc en fait, la liberté a un prix aujourd'hui, c'est celui-là, c'est-à-dire c'est l'augmentation du forfait social. C'est-à-dire qu'une entreprise aura le choix entre garder la main sur sa stratégie, sur sa politique sociale, et à ce moment-là potentiellement payer un forfait social à 20%, comme sur l'épargne salariale, ou sera contrainte de rejoindre un régime de branche pour lequel elle n'aura aucune prise tant au niveau des garanties, de la gestion, des maîtrises de risque, du pilotage de la communication sociale, etc. Et à ce moment-là, elle ne paiera un forfait social que de 8%. Voilà. Donc ça passe au Sénat en fin d'année, ça donnera lieu sans doute à un nouveau recours au Conseil constitutionnel, mais la problématique politique est une problématique sérieuse, parce que si ça devait passer en l'état, d'ici 1er janvier 2015,
On peut supposer que les entreprises les mieux portantes, les plus riches, garderont leur capacité de fonctionnement et d'autonomie. Par contre, on peut également supposer que les entreprises qui ont le plus de difficultés financières auront des difficultés pour assurer leur liberté de choix de payer ce forfait social majoré. L'environnement législatif, maintenant, on est quelque part sur un triple top. L'année de la généralisation de la complémentaire santé, accord national interprofessionnel de janvier 2013, qui fait partie de la sécurisation du parcours professionnel. La protection sociale est au cœur de ce dispositif, à travers la portabilité des droits en prévoyance et en frais de santé pour les entreprises. Donc les entreprises doivent financer cette portabilité. Donc l'année de cette généralisation, il se passe 3 choses. Hold-up juridique, d'un point de vue droit de la protection sociale, ça ne nécessitait pas particulièrement de transposition. Le gouvernement a décidé non pas de transposer la loi, enfin l'ANI, mais de la transformer. Donc, notamment par rapport au choix des organismes complémentaires, on vient de l'exposer. Hold-up fiscal, l'année de la généralisation de la complémentaire santé, le gouvernement a décidé de fiscaliser la part patronale au financement de ces régimes-là pour les salariés, avec un impact individuel par salarié compris en moyenne entre 150 et 350 euros. Et puis un hold-up social, effectivement, c'est on dépossède par ces mécanismes-là la négociation au sein de l'entreprise pour la porter au sein des branches professionnelles. Alors par rapport à ça, est-ce que l'entreprise se transforme en buraliste de la protection sociale, de l'assurance, c'est-à-dire en collecteur de taxes? C'est une question qu'on peut se poser parce que lorsqu'on regarde les différents rapports de la Cour des comptes qui reviennent systématiquement sur le fait que la protection sociale complémentaire est une niche fiscale, si on fait un gazpacho, on met 8% de forfait social sur la part patronale, 13,27% de taxes sur les conventions d'assurance en frais de santé, à nouveau 8% de CSG-CRDS sur la part patronale. On mixe le tout, on arrive en moyenne à 23% en fait de la cotisation sous forme de taxes. Donc en fait c'est supérieur aujourd'hui, la taxe qui est payée et qui est prélevée sur ces régimes complémentaires est supérieure à un taux de TVA normal. Si on rajoute l'option liberté de choix, si elle devait être validée, il y aurait 12% supplémentaires sur la part patronale, donc 35% de taxes sur la santé. Il faut pouvoir remettre en perspective ces notions de protection sociale complémentaire pour rappeler qu'à l'origine, ce sont des notions qui doivent favoriser effectivement au sein de l'entreprise la couverture sociale pour améliorer la santé des collaborateurs et donc favoriser la productivité au profit de l'économie. La fiscalisation de la part patronale, les incidences, je vous en ai parlé. On connaissait le mouvement perpétuel, maintenant on a l'impôt perpétuel. Le régime sécurité sociale est déficitaire. Il transfère chaque année une partie de son risque sur les organismes complémentaires, donc notamment sur les structures d'entreprise. Donc ça augmente le coût pour l'entreprise, d'où la nécessité, on en reparlera, d'un maximum de maîtrise. Augmentation du coût, donc en valeur, augmentation de la part patronale, donc toujours en valeur, augmentation du rendement du nouvel impôt sur la fiscalisation de cette part patronale. Après avoir parlé de l'environnement politique et de l'environnement réglementaire, il me reste 1 minute pour terminer 2 environnements, donc je vais aller très très vite. L'environnement réglementaire, les circulaires, une trentaine de doctrines entre 2003 et 2013. On est à la 10e saison de Dallas à la française sur les aspects régime collectif obligatoire au sein des entreprises. Donc décret, circulaire, lettre d'application, questions-réponses, à nouveau décret, etc. Donc aujourd'hui l'entreprise, en plus de devoir à définir effectivement quelle stratégie vers quelle population elle veut axer sa valeur ajoutée, il faut aussi qu'elle fonctionne dans un environnement juridique
qui est relativement insécurisant parce que l'enjeu derrière, ou plutôt la sanction, c'est le redressement URSSAF avec les coûts que ça peut représenter. Au niveau du réglementaire, sur la santé aussi, on se retrouve avec un contrat collectif obligatoire qui est pris entre le marteau et l'enclume. Par la définition du contrat responsable, on avait la nécessité dans les entreprises de mettre un seuil minimal de couverture. Maintenant, on introduit au niveau de la législation, sur certains postes, un seuil maximum de couverture. Donc en fait, on voit par ce mécanisme qu'on a une intervention de plus en plus importante du législateur pour que ce cadre collectif supplémentaire soit de plus en plus encadré. Donc ça avec du coup effectivement une limitation des zones de différenciation d'une entreprise à une autre sur ces sujets-là. L'impact de cet encadrement du second niveau collectif obligatoire, ça peut être de créer une médecine à plusieurs vitesses. On en a souvent parlé ces 20 dernières années sans vraiment le constater. Aujourd'hui, si l'entreprise, sur son régime collectif obligatoire, est dans l'obligation de respecter de plus en plus de règles, on peut penser que ça va aller vers la paupérisation de ce niveau-là, c'est-à-dire encadrement de la part patronale, encadrement des garanties, même éventuellement encadrement de l'organisme d'assurance, on en a parlé. La seule possibilité derrière pour l'entreprise, ça sera de rajouter des niveaux surcomplémentaires sur les facultatifs, mais qui bénéficieront pas de mutualisation dans leur financement et donc qui seront plutôt réservés aux populations les plus solvables. L'importance d'avoir une vision d'entreprise par rapport à ça, par rapport à cet environnement dont on vient de parler. C'est facile, c'est pas cher, ça peut encore rapporter gros, parce qu'on est dans un environnement où de toute façon les taxes augmentent, la fiscalité augmente, les charges sociales augmentent. Donc ça reste des leviers extrêmement performants pour les entreprises à condition de bien les maîtriser. Et donc par rapport à l'ensemble de mes propos, et je conclus là-dessus, un peu comme le droit du travail ce matin, dans le droit de la protection sociale, complémentaire, de base et complémentaire, on va sans doute en 2015 et 2014-2015 et les années à venir vers un Big Bang, c'est-à-dire vers la nécessité pour les entreprises de bien repenser leur système. Je voudrais que vous applaudissiez, que vous remerciez Damien Vieillard-Baron, le président de GEREP.